Emmanuel Ransford, La nouvelle physique de l'esprit. Dans notre exploration des choses cachées, changeons à présent d'univers pour rejoindre celui des mathématiques. L'invisible y est bien présent. D'ailleurs, les mathématiques ne sont-elles pas la science de l'abstrait, donc de l'invisible par excellence? Cet invisible, on le trouve notamment aux deux extrêmes de l'infini et du zéro. Commençons par l'infini. En fait, il n'y a pas un, mais plusieurs infinis. Traditionnellement, les mathématiciens en distinguaient deux, l'infini en acte et l'infini en puissance. Ce dernier, pourrait-on dire, n'est que la limite jamais atteinte de ce qui tend vers le premier. L'infini en acte, longtemps tenu en suspicion par les mathématiciens, est en fait banal. C'est celui du modeste segment de droite qui possède une infinité de points sans épaisseur. Car la notion d'infini est en partie arbitraire. Elle dépend de notre regard. Pour le même segment, nous avons le choix de voir un segment fini ou un ensemble infini de points. Le grand théoricien de l'infini est Georg Cantor. Depuis ses travaux, dans les années 1870, nous savons que l'infini en acte n'est pas unique. Il se déploie en une famille illimitée d'infinis hiérarchisés. Il existe une infinité d'infinis. Le contraire eût été surprenant d'ailleurs. Cantor développa l'arithmétique des nombres infinis qu'il nomma les transfinis. Il trouvera un procédé permettant de les comparer et montra que certains sont plus grands que d'autres. Tous les ensembles infinis n'ont pas la même taille. Par exemple, l'ensemble des nombres entiers est plus petit que celui des nombres réels. Il y a beaucoup plus de nombres réels que de nombres entiers. On dit que le premier a la puissance du dénombrable alors que le second a la puissance du continu. Ses travaux trop novateurs lui attirèrent l'opprobre, les railleries et la vive hostilité de ses confrères. Son opposant le plus virulent était son ancien professeur, Léopold Kronecker. Même Henri Poincaré déclara que la théorie des nombres transfinis était une maladie dont il faudrait un jour guérir les mathématiques. En vérité, les découvertes de Cantor sur l'infini sont une remarquable aventure de l'esprit. Cependant, je m'en détourne à présent pour évoquer une aventure beaucoup plus ancienne et tout aussi remarquable. Elle plonge ses racines dans l'histoire des peuples et des civilisations. Cette belle aventure est celle du zéro. Ce chiffre modeste et peu impressionnant est une nouvelle preuve que l'essentiel se cache dans l'invisible. C'est vrai dans beaucoup de domaines, pas seulement en poésie. Le zéro a une importance cruciale. Comme l'ensemble vide, il désigne ce qui n'existe pas. Mais ce petit rien, et même ce rien du tout, a un rôle considérable. Avec la roue dont il évoque la forme, il est sans doute l'invention la plus importante de tous les temps, une vraie prouesse, pour un signe qui ne représente que l'absence et le néant. Le zéro est indispensable à toutes nos mesures et à tous nos calculs. Sans lui, il serait impossible de concevoir une théorie générale des nombres négatifs. Sans lui, impossible de soustraire 3 à 1. Cet humble chiffre, rappelle Georges Ifra, a permis l'explosion de la science, des mathématiques et des techniques. Privée de zéro, notre civilisation serait incapable de concevoir une machine à calculer. Elle ne pourrait automatiser la production. Adieu ordinateurs, trains, avions, radios, télévisions et autres machines en tout genre. Adieu toutes nos merveilles technologiques. Bref, adieu à la modernité. Voici quelques jalons de son histoire. L'apparition du zéro résulte de l'invention du principe de position. Ce principe est une convention, une règle selon laquelle la valeur d'un chiffre varie en fonction de la position qu'il occupe dans l'écriture d'un nombre. Ainsi, dans le nombre 232, le premier 2 vaut 200, car il est en troisième position en partant de la droite. S'il se trouvait en deuxième position, il vaudrait 20. À droite, en première position, sa valeur est 2. Ce principe, souligne Ifra, nous paraît aujourd'hui d'une telle simplicité que nous oublions que l'humanité a balbutié, hésité et tâtonné durant des millénaires avant de le maîtriser. Apparu la première fois chez les Babyloniens 20 siècles avant Jésus-Christ, il a ressurgi une deuxième fois, peu avant le début de notre ère, chez les mathématiciens chinois, puis une troisième fois, un peu plus tard, chez les prêtres astronomes mayas. Cependant, aucune de ces trois communautés n'est parvenue au bout de la logique du principe de position.
Continuant à représenter tout chiffre par un groupe de points ou de traits, elle n'avait pas de signe lisible pour l'absence d'unité. Au 5e siècle après Jésus-Christ, l'Inde trouve la solution, le zéro. Cette invention capitale et récente est favorisée par sa vision philosophique du monde. Pour les Indiens, en effet, notre univers repose sur 4 éléments matériels, le feu, l'air, l'eau et la terre, auxquels s'ajoute un 5e principe, immatériel. Cette quintessence est le vide, ou l'éther, qui recouvre l'idée d'un univers incréé. Admettant le vide comme entité à part entière, les Indiens n'ont aucune difficulté à concevoir un signe spécial pour marquer l'absence d'unité numérique. Cependant, note encore Ifra, au début, ce concept ne fut le synonyme que de la place vide ainsi comblée. Il faut du temps pour que les idées bougent. En inventant le nombre nul, l'Inde bouleverse en profondeur la numération et le calcul. Les symboles spéciaux pour chacune des dizaines, centaines, etc. sont désormais inutiles. 10 chiffres suffisent pour exprimer n'importe quel nombre, aussi gigantesque soit-il. L'économie de moyens est spectaculaire. Lentement, le principe de position et le zéro se répandent dans le monde entier, en commençant par l'Asie du Sud-Est, suivie au 8e siècle par le Moyen-Orient. C'est en 773, très exactement, qu'un ambassadeur indien apporte dans ses valises, à Bagdad, les 10 figures indiennes, connues aujourd'hui en tant que chiffres arabes. Séduits par la simplicité et l'ingéniosité d'un tel système, les mathématiciens arabes l'adoptent aussitôt et développent l'arithmétique. Mais la numération d'origine indienne n'arrive en Europe qu'à la fin du Xe siècle, grâce au traité de calcul de l'Ouzbek Al-Khwarizmi, dont le nom donnera le mot algorithme. Malgré le livre que le mathématicien italien Leonardo Fibonacci consacre en 1202 au nouveau système, c'est notre Liber Abaci, où il en démontre l'écrasante supériorité, l'accueil est très froid. Innombrables sont les découvertes et inventions, petites ou grandes, qui ont d'abord été rejetées. On ne fait toujours pas mieux aujourd'hui. En Occident, la plupart des esprits furent longs, très longs, à accepter le système indien, réticents qu'ils étaient à traiter un rien comme un quelque chose. Ensuite, on reste fidèle aux chiffres romains de peur d'être déclaré hérétique ou suppôt du diable. En effet, l'Église interdit le zéro qui est à ses yeux une invention satanique. Les nouveaux chiffres simplifient tellement les calculs que certaines autorités ecclésiastiques y voient l'œuvre du malin. Elles n'hésitent pas à expédier leurs utilisateurs au bûcher. Mourir pour le zéro, il y a de quoi hésiter. Dans le camp des traditionalistes, les professionnels du calcul se distinguent par leur âpre résistance. Cette élite effectue ses opérations en posant des jetons sur un abaque, à la manière des Romains. Ce procédé est long et fastidieux, donc peu diffusable, lui assure un pouvoir qu'elle entend garder. Peu à peu, cependant, la lutte tourne à l'inéluctable avantage des partisans du zéro. Mais pour en arriver là, que de combats inutiles, que d'efforts gaspillés, que de temps perdu. En France, les comptables des administrations et des banques résistent jusqu'à la Révolution de 1789, qui impose le système métrique et interdit enfin de pratiquer le calcul avec les jetons. Le zéro conduit au nombre négatif, qui, comme lui, compte des objectifs fictifs qui n'existent que dans l'invisible. Mais une autre révolution mathématique, toujours liée à l'invisible, allait suivre. Ce nouvel invisible est celui des nombres imaginaires et complexes. Ces nombres invraisemblables ne peuvent exister que dans le monde fantasque des idées abstraites. L'invention du nombre imaginaire pur, i, défini par i au carré égale moins 1, est un vrai coup de génie. Nous la devons à l'italien Girolamo Cardano, vers 1550. Ce nombre extravagant défie une règle du bon sens qui impose que tout nombre d'êtres de carré positif. Qui impose à tout nombre d'êtres de carré positif. Par exemple, moins 7 au carré égale plus 49. Qu'il soit positif ou négatif, aucun nombre normal ne peut multiplier par lui-même donner un nombre négatif. Tout écolier sait cela. Le nombre imaginaire et les nombres complexes qui vont avec sont pourtant d'une singulière fécondité. Sans eux, des pans entiers des mathématiques et de la science moderne disparaîtraient. Leur efficacité redoutable
est une illustration éclatante de l'extraordinaire puissance de l'invisible. Il ne faut que 3 siècles pour convaincre les mathématiciens que ces nombres étranges sont trop utiles pour qu'ils les ignorent et s'en passent. 4 siècles suffisent pour qu'ils en saisissent la signification et la portée. Les idées évoluent, mais les esprits ne sont pas toujours mûrs pour les accepter, ou ne serait-ce que pour les entendre. Cela ralentit le progrès, cet impitoyable broyeur d'idées reçues.